Ma sœur a organisé un mariage somptueux pour s'emparer du manoir rapportant 450 000 $, puis la loi sur les arbres a mis fin à la fête. Ma sœur Pénélope pensait qu'au moment où elle dirait « oui » devant l'autel, elle ne gagnerait pas seulement un mari, mais aussi l'acte de propriété d'un domaine historique d'une valeur de 5,2 millions de $. Elle avait tout orchestré à la perfection, y compris le blocage de toutes mes invitations de mariage, pour s'assurer d'être la première mariée de la famille. Mais Pénélope avait oublié un tout petit détail. Ma grand-mère n'avait pas laissé un testament classique. Elle avait créé une fiducie entre vifs. Et cette fiducie, elle, se fichait de savoir qui organiserait la plus grande fête. Elle ne s'intéressait qu'à la personne qui entrerait la première dans le bureau du fiduciaire, avec un certificat de mariage en main. Debout sur la grande estrade de la salle de bal, surplombant le lac balayé par les vents, Pénélope, dans sa robe blanche et radieuse, fin prête pour son grand jour, s'est levée et a levé son verre, ivre de son propre sentiment de puissance. « Santé, à ma santé », a-t-elle annoncé, sa voix résonnant sur les parquets de chêne fraîchement rénovés. Le lustre, importé d'Italie sur son insistance, projetait des ombres dramatiques sur son visage alors qu'elle faisait de larges gestes avec sa flûte de champagne. « Et maman, papa, regardez ces nouveaux parquets et les rideaux italiens. Ne sont-ils pas magnifiques ?» Ma mère rayonnait depuis sa place à la table d'honneur, brillant pratiquement de fierté. Mon père a hoché la tête avec enthousiasme, déjà à son 3e verre de la soirée. Pénélope a fait une pause pour un effet dramatique, laissant la salle s'installer dans un silence plein d'attente. Mais voici la meilleure nouvelle. Son sourire s'est élargi en quelque chose de vif et de prédateur. Vous connaissez tout ce vieux saule pleureur près du lac. On dirait qu'il est hanté. La salle est devenue silencieuse. Même le personnel de restauration a cessé de bouger. Pénélope a ri bruyamment, un son dur et grinçant, en décalage avec l'atmosphère élégante qu'elle avait mis 20 000 $ de son propre argent à créer. La semaine prochaine, l'équipe de bûcherons arrive. Boum. L'arbre aura disparu. Cet endroit deviendra une immense scène de DJ, avec vue directe sur le lac. Nous disons adieu à la morosité de mamie, pour accueillir une ère de fête. Mes parents ont applaudi en signe d'accord. Excellente idée, ma chérie, a gazouillé ma mère. Cet arbre est trop vieux de toute façon. Il est pratiquement en train de tomber en morceaux. Mon sang m'est monté à la tête. Le son des applaudissements est devenu étouffé, lointain, comme si j'étais sous l'eau. Ce n'était pas juste un arbre. Ce saule pleureur, c'était la force vitale de ma grand-mère, l'endroit où elle avait passé chaque après-midi pendant 40 ans, à lire à l'ombre tachetée, regardant les saisons changer sur le lac. Mais plus important encore, elle avait oublié qui était mon mari. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de donner un coup de pied dans la fourmilière du monde juridique. La législation sur les arbres, dans le Vermont. C'est le moyen le plus rapide de transformer un mariage 5 étoiles en une affaire de faillite. Et Marc, mon calme et patient Marc, qu'elle avait qualifié d'ennuyeux, à qui elle venait d'ordonner de se tenir au fond parce qu'il n'y avait plus de siège, était un arboriste certifié. Et moi? Je ne suis pas resté assise là. J'ai touché la surface fraîche du sac à main en cuir sur mes genoux, sachant parfaitement ce qui se trouvait à l'intérieur. J'avais attendu ce moment. Pour comprendre pourquoi j'étais si furieuse, il faut connaître le manoir Harrington. C'est un domaine de 12 chambres dans le Vermont, construit en 1920 par mon arrière-grand-père, à une époque où le vieil argent signifiait encore quelque chose en Nouvelle-Angleterre. L'architecture est de style néocolonial classique, colonnes blanches, volets noirs, un porche qui fait le tour de la maison et surplombe 20 acres de propriété immaculée au bord du lac. Mais le clou du spectacle n'est pas la maison, aussi grande soit-elle. C'est l'imposant saule pleureur près du lac, planté par mon arrière-grand-père en 1924, l'année de la naissance de ma grand-mère. C'était l'endroit préféré de ma grand-mère, où elle s'asseyait pour lire chaque après-midi quand elle était en bonne santé. Un livre de poche usé sur ses genoux, et un thermos de thé à côté de sa chaise. Les branches pendaient si bas qu'elles embrassaient la surface de l'eau, créant un rideau naturel qui donnait à l'endroit l'impression d'être un monde secret. À l'époque, le domaine fonctionnait comme un lieu de mariage haut de gamme, générant environ 450 000 $ de bénéfices nets par an. C'est un héritage multigénérationnel, réservé au complet 18 mois à l'avance. Dans ma famille, les choses ont toujours été très claires. Je suis Jessica, une experte comptable, sèche et pragmatique. Celle qui s'occupe des feuilles de calcul et des déclarations d'impôts,
qui porte des chaussures raisonnables et garde ses cheveux en une simple queue de cheval, l'ennuyeuse. Et Pénélope est la star, l'enfant chéri qui a toujours besoin d'attention pour survivre. Elle a 80 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle se dit influenceuse lifestyle. Elle n'a pas eu de vrai travail depuis 6 ans. Cette différence est devenue cruelle lorsque ma grand-mère est tombée malade, il y a 2 ans. Mon monde s'est confiné à une chambre sentant l'antiseptique, dormant sur un canapé pour surveiller le ventilateur. Pendant 6 mois d'affilée, les seuls sons que j'entendais étaient le bip régulier du moniteur cardiaque et le tournoiement silencieux des pages de livres, alors que je lui lisais à voix haute les mêmes romans qu'elle avait aimés, espérant que quelque part dans son sommeil médicamenteux, elle pouvait encore entendre ma voix. J'ai appris à interpréter chaque fluctuation des moniteurs. Je savais quelles infirmières étaient compétentes et lesquelles je devais vérifier. Je lui ai tenu la main à travers chaque procédure, chaque crise, chaque petite victoire, quand elle réussissait à respirer seule pendant quelques minutes. Et Pénélope, la nuit même où le médecin a dit que les poumons de grand-mère lâchaient, elle était à Tulum, au Mexique, avec de la musique EDM assourdissante dans les oreilles. Je l'ai appelée, désespérée, pensant que cela la ramènerait sûrement à la maison. La voix de Pénélope a retenti par le haut-parleur, forte et pleine de reproches, rivalisant avec les basses puissantes qui traversaient la porte de la chambre d'hôtel. Oh, Jess, ne sois pas si dramatique. Être entouré de personnes malades trop longtemps m'empêchera d'être positive, et j'ai vraiment besoin d'énergie positive pour mes directs. Occupe-toi de mamie. Salut. L'appel s'est terminé comme ça. Pas de « je t'aime ». Pas de « dis-lui que je pense à elle ». Juste le clic de la déconnexion, puis ce long bip sans cœur après l'appel. Le silence pesant sur mes oreilles. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Pénélope n'est pas seulement irréfléchie. C'est un parasite. Elle utilise encore l'argent du fonds que grand-mère avait mis de côté pour les 2 sœurs, 10 000 $ par an pour les dépenses d'éducation et de développement personnel, pour financer son style de vie d'influenceuse. Pendant que je vivais de barres protéinées et de café de la cafétéria de l'hôpital. Et maintenant, debout à cette fête, l'entendant déclarer qu'elle abattrait l'arbre de grand-mère pour faire de la place à une scène de DJ, la regardant porter un toast à elle-même avec du champagne, dans une pièce qu'elle avait redécorée avec de l'argent qui n'était pas le sien. J'ai réalisé que je ne pouvais plus le tolérer. J'ai baissé les yeux sur mon sac à main. À l'intérieur, à côté de mon rouge à lèvres et de mon portefeuille, se trouvait un papier pré-imprimé, une facture détaillée. Et à côté de moi, j'ai senti la main de Marc serrer la mienne une fois, doucement, une question silencieuse. J'ai hoché la tête. Que les jeux commencent. Cette guerre a vraiment commencé le jour de la mort de grand-mère. C'était un mardi, fin janvier. Un de ces jours d'hiver du Vermont où le ciel est si blanc que ça fait mal de le regarder. Je lui tenais la main quand les moniteurs sont finalement devenus plats. Quand ce bip régulier est devenu une longue tonalité éternelle, qui signifiait qu'elle était partie. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. J'étais trop fatigué. Je suis juste resté assise là, tenant sa main qui refroidissait, jusqu'à ce que les infirmières me disent doucement que je devais partir, pour qu'elles puissent préparer le corps. 3 jours plus tard, nous nous sommes réunis dans le salon du manoir pour la lecture des documents de la succession. Mes parents étaient assis sur le canapé de velours, vêtus de noir funéraire, mais déjà tournés vers ce dont ils hériteraient. Pénélope était perchée sur la coudoir du canapé, son téléphone face caché sur ses genoux, la plus longue période que je l'ai vu passer sans le consulter depuis des années. Maître Gibson, désigné comme le fiduciaire successeur indépendant, était assis dans le fauteuil à oreilles préféré de ma grand-mère, un portefeuille en cuir ouvert sur ses genoux. Il avait environ 70 ans, des cheveux blancs, et ce genre d'attitude calme et avisée qui vient de 50 ans de pratique du droit de la famille. Il s'est raclé la gorge. Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose. Margaret Harrington a été exceptionnellement précise sur ses volontés. Ce document a été révisé 6 fois au cours des 3 dernières années pour s'assurer qu'il n'y aurait aucune ambiguïté. Ma mère s'est penchée en avant. Bien sûr, nous comprenons qu'elle voulait que tout aille aux filles. Pas exactement, a dit Maître Gibson, et l'atmosphère dans le salon a coulé comme une pierre tombant dans l'eau profonde. Il a ajusté ses lunettes de lecture et a commencé à lire, chaque mot clair et délibéré. L'ensemble du manoir Harrington, y compris tous les bâtiments, terrains, meubles et activités commerciales, a été transféré dans une fiducie entre vifs révocable. Les droits de bénéficiaires, ainsi que le contrôle de l'actif,
seront automatiquement et immédiatement activés, en faveur de la petite fille qui présentera la première un certificat de mariage légal et certifié au fiduciaire. Le silence était assourdissant. Pardon, quoi? Mon père s'est levé, le visage empourpré. C'est insensé. Nous sommes ses enfants. Nous avons élevé ses filles. Nous avons entretenu cette propriété pour. Maître Gibson l'a interrompu calmement. Monsieur Harrington, vous n'avez absolument aucun droit d'interférer avec les actifs. La fiducie est inattaquable. Votre mère a été très claire sur le fait qu'elle voulait que cette propriété reste dans la famille, gérée par quelqu'un d'engagé à préserver son héritage. Elle croyait que le mariage indiquait un niveau de maturité et de stabilité nécessaire à cette responsabilité. La bouche de Pénélope s'était ouverte. Pour une fois dans sa vie, elle était sans voix. De plus, a poursuivi Gibson, la fiducie comprend une clause de préservation. Toute modification significative de la propriété, y compris, mais sans s'y limiter, l'enlèvement de plantations historiques, la modification substantielle de l'architecture ou la conversion du modèle commercial, nécessite l'approbation d'un conseil du patrimoine de 3 personnes, que je préside. Il a fermé le portefeuille et nous a regardés chacun à notre tour. Le mécanisme est automatique. La première petite fille à présenter un certificat de mariage certifié devient immédiatement propriétaire. Pas de validation par un tribunal, pas de délai d'attente, aucune implication judiciaire nécessaire. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Mais ce n'est pas juste. Jessica et Marc sont ensemble depuis 5 ans. Ils sont pratiquement déjà mariés. Pénélope n'a pas eu de relation qui dure plus de 6 mois. J'ai senti mon visage rougir d'humiliation. Merci, maman. Tu m'aides vraiment, là. Pénélope s'est rapidement remise, son sourire d'influenceuse revenant en place comme un masque. Eh bien, de toute évidence, grand-mère voulait que ce soit une motivation pour nous de nous ranger. Et honnêtement, elle m'a jeté un regard, les yeux brillants, c'est probablement exactement ce dont Jess a besoin, un peu d'encouragement pour enfin s'engager. Maître Gibson s'est levé, glissant le portefeuille sous son bras. Mesdames, je vous encourage vivement à prendre des décisions basées sur l'amour et la maturité, pas sur l'immobilier. Mais les termes sont clairs. Le premier certificat de mariage qui m'est présenté active immédiatement la propriété. Il nous a laissés là, assis dans un silence stupéfait. Après ce jour, tout a changé. Pénélope venait constamment au manoir, faisant des directs depuis chaque pièce, touchant des choses qui n'étaient pas les siennes. Racontant à ses abonnés comment elle prévoyait de moderniser ce magnifique espace vintage. Elle a déclaré qu'elle transformerait l'endroit en un lieu d'événement et de mariage au style jeune, remplaçant le look vieillot et démodé par quelque chose d'Instagrammable. Elle prévoyait d'effacer les choses que ma grand-mère avait entretenues avec tant de soin. Les meubles anciens, les jardins soigneusement entretenus, l'intégrité historique qui rendait le manoir si spécial en premier lieu. Je regardais ces directs depuis mon bureau au travail, l'estomac noué par un mélange de colère et d'inquiétude. Les commentaires de ses abonnés étaient tous les mêmes. Oui, reine. J'ai hâte de réserver mon mariage là-bas. Tu vas rendre cet endroit incroyable. Marc et moi ne nous étions pas lancés dans la course au mariage, car nous avions un plan adapté à notre réalité. Nous économisions pour octobre, parce que Marc aime les arbres et que j'aime les couleurs d'automne du Vermont. Les érables à sucre virant à l'orange vif, les bouleaux dorés, tout le paysage semblant s'enflammer de couleurs. Nous voulions une petite cérémonie sous le saule pleureur. Juste la famille et les amis proches. Rien d'extravagant. Un soir de février, je suis rentré à notre petit appartement et je me suis effondré sur le canapé, encore en tenue de travail. Marc m'a trouvé là 1 heure plus tard, fixant le plafond. Et, a-t-il dit doucement, s'asseyant à côté de moi. Tu veux en parler? Je lui ai tout raconté, sur les directs de Pénélope, sur les plaintes constantes de mes parents concernant le caractère déraisonnable de la fiducie, sur le sentiment que j'avais de voir l'héritage de ma grand-mère se faire démolir avant même qu'il ne change officiellement de main. Quand j'ai eu fini, Marc est resté silencieux un long moment. Puis il s'est tourné vers moi, ses yeux brillant d'une étrange lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose de vif et de calculateur. Jess, as-tu bien écouté l'avocat? Il a dit un certificat de mariage. Il n'a pas dit organiser un mariage. Il n'a pas dit porter une robe blanche. Je me suis redressé lentement, mon cerveau commençant à comprendre ce qu'il suggérait.
Marc m'a regardé très sérieusement et a demandé, veux-tu saisir cet avantage pour toi-même? Pour une fois, prendre quelque chose de mieux pour toi, au lieu de laisser Pénélope te marcher sur les pieds. Veux-tu aller à la mairie pendant ta pause déjeuner, demain? Mon cœur a commencé à battre la chamade. Demain, c'est la Saint-Valentin. Je sais, il a pris ma main, son pouce caressant mes articulations. Je sais que ce n'est pas le mariage que nous avions prévu. Je sais que tu voulais les feuilles d'automne et la saison préférée de ta grand-mère. Mais Jess, si nous ne le faisons pas, tu sais ce qui va se passer. Pénélope trouvera un type pour l'épouser en un mois. Elle détruira tout ce que ta grand-mère a construit, et tu passeras le reste de ta vie à regretter de ne pas avoir agi quand tu en avais l'occasion. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. D'accord, ai-je murmuré. D'accord, faisons-le. Et ainsi, pendant que Pénélope était occupée à faire des directs et à acheter la bague de fiançailles parfaite à photographier, le lendemain même, le 14 février, Marc et moi avons discrètement réalisé un coup d'État à 5,2 millions de dollars, pour seulement $50 de frais administratifs. Nous sommes allés à la mairie pendant ma pause déjeuner. La greffière était une femme d'une cinquantaine d'années, à l'air fatiguée, qui a à peine levé les yeux de son écran d'ordinateur. L'ensemble du processus a pris 20 minutes. Pas de fleurs, pas de musique, pas de robe blanche, juste deux personnes qui s'aimaient signant leur nom sur des documents officiels, tandis que des néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Quand la greffière nous a remis le certificat de mariage certifié, son expression s'est légèrement adoucie. Félicitations. Joyeuse Saint-Valentin. Marc m'a embrassé dans le couloir, un baiser doux et tendre. Et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas seulement le triomphe, bien qu'il fût là, mais quelque chose de plus profond. Le sentiment que peut-être, juste peut-être, je m'étais enfin choisi en premier. Nous avons essayé d'annoncer la nouvelle correctement. Dès que nous sommes sortis du bureau, tenant toujours nos copies identiques du certificat de mariage, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Jessica, ce n'est pas le bon moment. Je suis chez le fleuriste avec Pénélope, on regarde les centres de table. Maman, je dois te dire quelque chose d'important. Ma voix tremblait, que ce soit de nervosité ou d'excitation, je ne saurais le dire. Marc et moi nous sommes mariés aujourd'hui. Silence. Puis, quoi? Nous sommes allés à la mairie. Nous sommes mariés. J'ai le certificat ici, et je vais l'apporter à Maître Gibson demain matin. Arrête ça, Jessica. La voix de ma mère est devenue froide, tranchante comme de la glace. Arrête ça tout de suite. Signer des papiers administratifs, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ne va pas éclipser la gloire de Pénélope avec une cascade pathétique à la mairie. Maman, ce n'est pas une cascade. Nous sommes légalement. Je ne veux pas l'entendre. C'est exactement le genre de comportement égoïste et en quête d'attention que j'attendrais de toi en ce moment. Pénélope prépare quelque chose de beau, de significatif. Tu n'as pas le droit de gâcher ça avec ta jalousie. La ligne a été coupée. Je suis resté là, sur les marches du palais de justice, le téléphone toujours collé à l'oreille, me sentant comme si j'avais été giflé. Le bras de Marc s'est enroulé autour de mes épaules, solide et chaud. Et, a-t-il dit calmement. Nous savions que ça pourrait arriver. Je sais. J'ai juste pensé que peut-être elle serait heureuse pour nous, même un peu. Il m'a serré plus fort. Nous n'avons pas besoin de son approbation. Nous avons l'un l'autre, et nous avons la loi de notre côté. Il avait raison, mais ça faisait quand même mal. Je n'ai pas abandonné. Ce week-end-là, je suis allé au bureau de poste et j'ai envoyé un faire-part de mariage, avec une copie de l'acte de mariage, par courrier recommandé, à la maison de mes parents, spécifiquement adressé à Madame Harrington. Je me suis assuré d'obtenir un numéro de suivi et une confirmation de livraison, tout officiel, tout documenté. J'ai également envoyé un email de Save the Date à mes parents et à la famille élargie, pour une petite fête que nous prévoyions pour mars. Rien de chic, juste du gâteau et du champagne dans notre appartement, une occasion de célébrer avec des gens qui se souciaient vraiment de nous. Personne n'a répondu à l'email. Le courrier recommandé a été indiqué comme livré 3 jours plus tard, signé par quelqu'un à la résidence. Toujours rien. Plus tard, j'ai découvert pourquoi, par mon cousin Lucas,
qui s'est sentie assez coupable pour tout avouer autour d'un verre. Pénélope était restée chez nos parents cette semaine-là, aidant à la planification du mariage. Elle avait intercepté le facteur à la porte, signé elle-même pour le courrier, vu mon nom sur l'adresse de retour, et l'avait ouvert avant même que nos parents ne voient l'enveloppe. Quand elle a vu le certificat de mariage, elle a tout déchiré et l'a jeté à la poubelle de la cuisine. Elle a dit à tes parents que tu leur envoyais du spam, a dit Lucas, l'air misérable. Et quand ta mère a posé des questions, Pénélope a menti et a dit qu'elle avait appelé Maître Gibson et qu'il avait confirmé que c'était un faux document que tu avais falsifié pour causer des problèmes. Ils n'ont jamais su la vérité. Quant à l'email, Pénélope avait fait quelque chose d'encore plus calculé. Elle s'était connectée au compte email familial, celui partagé que mes parents utilisaient encore pour les communications familiales importantes, et avait mis en place un filtre automatique pour supprimer tout ce qui contenait le mot « mariage » envoyé depuis mon adresse. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle voulait contrôler complètement le récit. Pénélope a envoyé un message au groupe de discussion familiale, dont j'avais été commodément exclu il y a des mois. Salut tout le monde, juste pour vous prévenir. Jessica traverse une crise psychologique avec Marc en ce moment. Elle est très inquiète parce qu'elle ne peut pas se marier bientôt, et elle déprime à cause de toute cette histoire de fiducie. Pour sa santé mentale, s'il vous plaît, ne lui posez pas de questions sur les mariages ou quoi que ce soit de ce genre. Elle a besoin d'espace pour traverser ça. Je vous aime tous. Elle me protégeait, en réduisant au silence toute la famille, faisant de moi une personne fragile et instable qui devait être traitée avec des gants. Pendant ce temps, elle planifiait un mariage qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens, utilisant le domaine de ma grand-mère comme sa tirelire personnelle pour les rénovations. Mais je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. J'avais besoin de la loi. 3 jours plus tard, le 17 février, j'ai apporté l'acte de mariage pour rencontrer Maître Gibson à son bureau du centre-ville. Sa secrétaire m'a fait entrer dans une pièce au mur lambrissé, qui sentait les vieux livres et le cuir. Gibson a levé les yeux de son bureau, a vu le document dans ma main et a souri. Jessica, je me doutais bien que j'allais vous voir. J'ai posé le certificat sur son bureau. Les conditions de la fiducie ont été entièrement remplies. Il l'a pris, l'a examiné attentivement, puis a hoché lentement la tête. En effet. C'est un certificat de mariage certifié, délivré par l'État du Vermont, dûment notarié et enregistré. Félicitations, madame, il a vérifié le document, vous avez gardé votre nom de jeune fille. Pour des raisons professionnelles. Je suis experte comptable. Toutes mes qualifications sont sous le nom d'Harrington. Malin. Il a sorti un autre dossier de son tiroir de bureau. Jessica, à partir de ce moment, vous êtes la seule propriétaire légale du manoir Harrington. Tous les biens, tous les actifs commerciaux, tous les comptes associés au domaine. Pas besoin d'attendre les procédures de validation testamentaire. La fiducie a été conçue pour s'activer immédiatement sur présentation de ce document. Les mots m'ont submergé comme une vague. Seul propriétaire légal. C'était réel. C'était fait. Gibson a commencé à rédiger un document officiel sur son ordinateur. Je vais déposer ceci au bureau de l'enregistrement du comté aujourd'hui. J'enverrai également un avis de propriété et un ordre de préservation à l'adresse de vos parents, ils sont actuellement répertoriés comme gestionnaires immobiliers pour la période intérimaire. Ils devront cesser toute décision concernant la propriété et vous rendre toutes les clés et codes d'accès dans les 30 jours. 30 jours? Délai légal standard. Bien que, bien sûr, s'ils sont raisonnables, la transition peut se faire beaucoup plus rapidement. Il a imprimé le document, l'a signé et me l'a fait glisser sur le bureau. J'enverrai également des copies à la compagnie d'assurance de la propriété, au compte bancaire de l'entreprise et au service de réservation du lieu. Tout sera transféré sous votre contrôle. J'ai signé là où il l'indiquait, ma main remarquablement stable. Une dernière chose, a dit Gibson, son expression devenant sérieuse. La clause de préservation que j'ai mentionnée lors de la lecture, elle est active maintenant. Tout changement significatif à la propriété nécessite l'approbation du conseil. Si quelqu'un, y compris votre famille, tente d'effectuer des modifications non autorisées, vous avez toute l'autorité légale pour les arrêter, y compris en demandant des dommages et intérêts. J'ai pensé à l'annonce de Pénélope lors du dîner de répétition, qui n'avait pas encore eu lieu. L'équipe de bûcherons, le saule pleureur, la scène de DJ.
Et si quelqu'un endommage la propriété avant que je ne puisse l'arrêter? L'expression de Gibson s'est durcie. Alors ils sont responsables des coûts de restauration, de la diminution de la valeur de la propriété, et potentiellement de dommages-intérêts punitifs, surtout si les dommages concernent des éléments d'importance historique. Il a fait une pause. Le Vermont a des lois particulièrement strictes sur les arbres patrimoniaux sur les propriétés protégées. Je suppose que vous faites référence au saule. Elle veut l'abattre. Cet arbre a plus de 100 ans, planté par le propriétaire d'origine, et constitue un monument patrimonial. Si quelqu'un y touche sans les permis appropriés et votre autorisation écrite en tant que propriétaire, il s'expose à des conséquences juridiques importantes. Il a sorti une carte de visite et a écrit quelque chose au dos. C'est une spécialiste du droit de la propriété que je connais. Si vous devez prendre des mesures de protection, appelez-la. J'ai pris la carte, la glissant dans mon portefeuille à côté de mon nouveau certificat de mariage. Immédiatement après notre réunion, Gibson a envoyé l'avis de propriété et l'ordre de préservation par courrier recommandé à la maison de mes parents. Mais ironiquement, c'est encore Pénélope qui a signé pour le recevoir. Et encore une fois, elle l'a caché, pensant que c'était juste de la paperasse ennuyeuse d'un vieil avocat sénile qui essayait de compliquer ses plans de mariage. Je tenais l'acte de propriété en main, mais ils croyaient toujours aveuglément être les maîtres, et je les ai laissés le croire. Au même moment, Pénélope cachait des documents juridiques dans sa chambre. Elle était également occupée à choisir un marié. Elle a choisi Seth, un créateur de contenu de 28 ans qui fréquentait les mêmes cercles d'influenceurs qu'elle. Il avait 50 000 abonnés et un sourire parfait pour les caméras, mais qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Ils sortaient ensemble depuis 3 semaines quand elle lui a demandé sa main. Oui, elle l'a demandé en mariage, lors d'une séance photo mise en scène sur une plage au coucher du soleil, avec un photographe qu'elle avait engagé pour capturer chaque instant pour le contenu. Seth a dit oui, parce qu'épouser Pénélope signifiait avoir accès à un domaine de 5,2 millions de dollars et à un lieu intégré pour sa marque. Le mariage a été fixé pour la fin mars, à seulement 6 semaines, pour laisser le temps aux réparations de la maison et à la génération maximale de contenu. Elle voulait que tout soit parfait pour le direct. J'ai appris cette nouvelle par mon cousin Lucas, qui avait été invité à la fête de fiançailles. Il m'a appelé après, l'air désolé. Jess, je voulais juste que tu saches. Tes parents dépensent beaucoup d'argent pour rénover le manoir pour le mariage. Ta mère a dit quelque chose sur le fait d'investir dans l'avenir de Pénélope et de s'assurer que le lieu soit parfait pour toutes les photos. Mon estomac s'est noué. Combien d'argent? Je ne sais pas exactement, mais ils ont engagé des entrepreneurs. Ils refont la salle de banquet, la suite nuptiale, ils refont les parquets. J'ai appelé ma mère une dernière fois, essayant d'arrêter l'hémorragie financière. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix déjà sur la défensive. Jessica, je n'ai vraiment pas le temps. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Vous ne pouvez pas dépenser d'argent pour des rénovations au manoir. Vous n'avez pas l'autorisation. Tais-toi, Jessica. Sa voix est montée en un cri. Tais-toi, c'est tout. Tu es juste jalouse. C'est un investissement dans l'avenir de Pénélope. Contrairement à toi, elle construit vraiment quelque chose de significatif. Elle se crée une vie. Maman, légalement parlant. Je ne veux pas entendre ton baratin juridique. Tu es une personne amère et jalouse, et j'ai honte de t'appeler ma fille en ce moment. Ne me contacte plus avant d'être capable d'être heureuse pour ta sœur. Clic. Je suis restée assise là, tenant le téléphone, Marc me regardant depuis l'embrasure de la cuisine. Elle m'a raccroché au nez, ai-je dit, hébété. Tu as essayé. Il s'est approché, m'a pris doucement le téléphone des mains. Tu les as prévenus plusieurs fois. Ils ont choisi de t'ignorer. Ce qui se passera ensuite sera de leur faute. Ma conscience était parfaitement tranquille. Je les avais prévenus. Ils avaient choisi de me faire taire. J'avais annoncé mon mariage, mais ils m'avaient ignoré. Alors, laissons ma famille augmenter la valeur de l'actif pour moi. Ce serait le plus doux des pièges. Pendant plus d'un mois, de mi-février à fin mars, les ouvriers allaient et venaient constamment. Je suis passé en voiture devant le manoir 2 fois, juste pour voir ce qu'ils faisaient. L'endroit grouillait d'entrepreneurs, d'équipes de peinture, d'électriciens, de spécialistes des parquets, de camions de livraison de meubles. Selon Lucas,
qui me tenait au courant par des SMS coupables. Mes parents ont dépensé 32 000 $ pour changer la couleur de la peinture de la salle de banquet, passant du vert sauge doux de grand-mère à un blanc moderne et éclatant. Ils ont décoré la suite nuptiale avec de nouveaux meubles, un lit à baldaquin avec des rideaux vaporeux, une coiffeuse antique qui coûtait plus cher que ma voiture. Ils ont refait tous les parquets en chêne, leur redonnant un éclat miel doré qui, il faut l'avouer, était magnifique. Pénélope a dépensé 20 000 $ de son propre argent, probablement du fonds d'éducation de grand-mère, pour remplacer tout le système de lustre par des luminaires modernes importés d'Italie. Elle a engagé un architecte d'intérieur pour trouver des rideaux de velours dans une nuance spécifique de rose poudré. Elle a fait moderniser l'éclairage extérieur, installé un nouveau système de sonorisation dans la salle de banquet et commandé une signalétique personnalisée avec son nom et celui de Seth. Régulièrement, 2 fois par jour, mon téléphone vibrait de notifications de ses directs. Pénélope était occupée à choisir une robe de mariée, elle en a essayé 4 avant de choisir la bonne, une énorme confection qui a coûté 15 000 $. Elle a documenté le choix des fleurs, roses blanches et pivoine, des chaussures de mariage importées, teintes sur mesure pour correspondre aux rideaux, et l'état de la rénovation et de la décoration du manoir. Les amis, la transformation est dingue, s'extasiait-elle devant la caméra de son téléphone, balayant du regard la salle de banquet fraîchement rénovée. Ça va être le lieu de mariage du Vermont. Jean, je suis littéralement en train de créer une destination. Vous allez vouloir réserver vos mariages ici immédiatement. Les commentaires affluaient. Prends mon argent. C'est l'objectif. J'ai hâte de voir le grand jour. Marc et moi regardions parfois ces directs, généralement en dînant à notre petite table de cuisine. Il secouait la tête, incrédule. Elle est en train de dépenser leur fonds de retraite, marmonnait-il un soir, en regardant Pénélope montrer le nouveau lustre. Tes parents vont travailler jusqu'à 80 ans. Je sais. J'ai picoré mes pattes, l'appétit coupé. Une partie de moi veut les arrêter, mais ils ne m'écouteront pas. Alors ne les arrête pas. La voix de Marc était calme, logique. Documente tout. Chaque dépense, chaque modification, chaque direct où elle parle de ses plans. Quand tout ça sera fini, tu en auras besoin. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une feuille de calcul, parce que je suis experte comptable et que les feuilles de calcul sont mon langage d'amour. J'ai suivi chaque rénovation, chaque achat, chaque déclaration publique de Pénélope sur ses projets pour la propriété. J'ai fait des captures d'écran de ses directs. J'ai sauvegardé ses stories Instagram. J'ai monté un dossier sans même savoir exactement comment je l'utiliserais encore. Et tout a été achevé au début du mois d'avril. Le manoir était spectaculaire. Je devais admettre que c'était le genre de lieu qui apparaissait dans les magazines de mariage et sur les tableaux Pinterest. Pénélope avait créé quelque chose de vraiment magnifique, même si elle l'avait fait avec de l'argent et une propriété qui n'était pas les siens. Le dîner de répétition était prévu pour un vendredi soir. Marc et moi avons reçu une invitation, non pas de mes parents, mais transférée par Lucas, qui avait été invité en bonne et due forme. C'était un carton épais avec des lettres dorées. Joignez-vous à nous pour une soirée de célébration alors que nous nous préparons à unir 2 âmes dans le mariage. On va vraiment à ça, a demandé Marc, tenant l'invitation comme si elle pouvait le mordre. Oh, on y va, c'est sûr, j'ai souri, pensant à la facture détaillée que j'avais passé la semaine à préparer. On ne manquerait ça pour rien au monde. Nous sommes arrivés à la fête alors que le soleil se couchait sur le lac, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. La salle de banquet était illuminée comme un conte de fées. Ces chers lustres italiens projetaient une lumière chaude sur les parquets rénovés. Les rideaux de velours, les précieux rideaux rose poudrés de Pénélope, encadraient parfaitement les fenêtres. Pénélope tenait le crachoir près du bar, entourée de ses amis influenceurs, tous en train de se filmer les uns les autres. Elle portait une robe blanche, pas sa robe de mariée, mais quelque chose de clairement cher et conçu pour bien rendre en photo. Sa bague de fiançailles captait la lumière chaque fois qu'elle bougeait la main, ce qui était fréquent et clairement délibéré. Dès que Marc et moi sommes entrés, Pénélope nous a repérés. Son sourire a vacillé une seconde avant de se remettre en place. Elle s'est excusée auprès de son groupe et a pratiquement glissé vers nous, me tirant à l'écart pendant que ses amis regardaient, curieux. « Oh mon Dieu, Jess !» a-t-elle dit, sa voix mielleuse, mais sa prise sur mon bras un peu trop forte. « Je suis si contente que tu aies pu venir. Bien que, je dois dire. » Ses yeux sont tombés sur ma main gauche,
ou ma simple alliance captait la lumière? Pourquoi portes-tu une bague qui semble sortie d'une boîte de bonbons? C'est Marc qui l'a achetée? Enlève-la. C'est tellement déplaisant esthétiquement. Ça ne peut pas compter comme un vrai mariage. La bague avait coûté 300 $ à Marc, tout ce que nous pouvions nous permettre à l'époque. C'était de l'argent sterling avec un petit diamant authentique. Rien de tapas accent graveleuil ou de chair, mais c'était la mienne, il l'avait choisie, et je l'aimais. C'est mon alliance, ai-je dit calmement. Et il se trouve que je l'aime bien. Pénélope a ri, un son aigu et moqueur. Alliance, s'il te plaît. Tu as signé des papiers à la mairie. Ce n'est pas un mariage. C'est juste du désespoir pathétique. Elle s'est tournée vers Marc, qui se tenait tranquillement à côté de moi. Dis à ton petit ami de se mettre au fond. Nous n'avons plus de siège. Les tables d'honneur sont réservées à la vraie famille. La mâchoire de Marc s'est crispée, mais il n'a pas répondu. Nous avions discuté de cette possibilité. Nous nous y étions préparés. Pas de problème, ai-je dit agréablement. Nous trouverons un endroit où nous asseoir. Nous avons fini à une petite table au fond, partiellement cachée par l'un de ces coûteux rideaux de velours. De là, nous avions une vue parfaite sur toute la pièce, la table d'honneur où mes parents étaient assis avec Pénélope et Seth, les arrangements floraux élaborés, l'esthétique soigneusement étudiée que Pénélope avait mis des dizaines de milliers de dollars à créer. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'étais la perdante, qui devait s'asseoir sur le siège supplémentaire, portant ma bague de boîte de bonbons, regardant ma sœur cadette triompher. Mais il ne savait pas qu'à l'intérieur du sac à main que je portais, à côté de mon rouge à lèvres et de mon portefeuille, se trouvait un papier pré-imprimé. Une facture détaillée, soigneusement calculée, méticuleusement documentée, absolument dévastatrice. Je n'étais pas assise là pour endurer. J'étais assise là, attendant le moment de déclencher un piège d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Marc s'est penché près de moi, son souffle chaud contre mon oreille. Tu es prête? J'ai regardé de l'autre côté de la pièce Pénélope, qui se levait pour porter son toast sur l'abattage du saule pleureur, sur l'arrivée d'une équipe de bûcherons, sur la destruction de l'héritage de ma grand-mère pour une scène de DJ. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai touché le papier froid de la facture. Je suis prête, ai-je murmuré en retour, et j'ai souri. Les applaudissements étaient assourdissants. Mes parents applaudissaient comme si Pénélope venait d'annoncer le remède contre le cancer, au lieu de la destruction d'un arbre centenaire. Ma mère a même essuyé des larmes de ses yeux. Des larmes de joie, apparemment, à l'idée du lieu de mariage parfait pour Instagram de sa plus jeune fille. Une scène de DJ juste là, au bord de l'eau, disait Pénélope, sa voix sucrée de triomphe. On accrochera ces guirlandes Edison que tout le monde adore. L'ami photographe de Seth pourra nous prendre en photo depuis le bord du lac au coucher du soleil. Ce sera magique. Et ce vieil arbre lugubre aura enfin disparu, a ajouté ma mère, tendant la main sur la table pour serrer celle de Pénélope. Ta grand-mère aurait voulu que tu sois heureuse, ma chérie. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Pas mon cœur, il avait déjà développé du tissu cicatriciel après des années à être la seconde. Non, c'était différent. C'était le son de ma patience qui se brisait enfin en 1000 morceaux irréparables. La déclaration sur le fait de chasser la morosité de grand-mère résonnait encore dans la salle de banquet, suspendue dans l'air comme une condamnation à mort pour le saule. Cet arbre se tenait près de ce lac depuis 100 ans. Il était là quand ma grand-mère était elle-même une jeune mariée. Il l'avait abrité à travers tous les étés de sa longue vie. Et maintenant, ma sœur voulait en faire du bois de chauffage pour avoir un meilleur éclairage pour son contenu sur les réseaux sociaux. Marc a serré ma main sous la table. 3 impulsions rapides, notre signal. Mais cette fois, il n'a pas attendu ma réponse. Il s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol poli assez fort pour couper court au rire de Pénélope. Tu ne toucheras pas à une seule racine de ce saule, Pénélope. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait. Toute la table s'est tue. Le visage de Pénélope est passé par la surprise, puis l'amusement, pour finalement s'arrêter sur une irritation condescendante. Elle a levé les yeux au ciel de manière dramatique. Assieds-toi, Jessica. Et ton petit ami aussi. C'est la propriétaire qui parle. Je me suis levé à côté de Marc, ma serviette tombant, oubliée, sur le sol. Ma voix est sortie, nette et froide. Chaque mot précisément articulé,
comme si je lisais des chiffres sur un bilan. C'est justement là le problème. La propriétaire est en train de parler, et elle vous dit de ficher le camp de sa maison. Mon père a ri, il a vraiment ri. Jessica, assez de drame. Nous avons tous été patients avec ton petit caprice, mais... Marc, ai-je dit calmement, sans quitter des yeux le visage de Pénélope. Montre-leur. Marc, mon doux, patient Marc, qui se fondait dans le décor, a posé sa mallette en cuir sur la table avec un bruit sec et décidé, qui a fait trembler les verres à vin. Il avait porté cette mallette toute la soirée, et je savais que Pénélope avait probablement supposé que cela faisait partie de son esthétique j'en fais trop. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a ouvert son ordinateur portable avec une efficacité exercée et l'a connecté au système de projection du lieu. Nous avions demandé au personnel de la salle de banquet de l'installer plus tôt, prétextant que nous voulions montrer un diaporama de photos de famille. Ils avaient été heureux de nous obliger. « S'il vous plaît », a dit Marc, sa voix portant à travers la pièce alors que le projecteur s'animait. « Regardez l'écran. » Le premier document qui est apparu était le document de confirmation de la fiducie, officiel et sans équivoque, avec le sceau de l'État du Vermont clairement visible dans le coin. En dessous, une copie certifiée de l'acte de propriété, daté de 2 ans, avec mon nom, Jessica Marie Harrington, listée comme la propriétaire légale. J'ai vu la couleur quitter le visage de Pénélope, comme si on avait tiré une bonde. C'était fascinant, vraiment, d'un point de vue purement observationnel. Son fond de teint ne pouvait pas tout à fait cacher la façon dont sa peau est passée du bronze d'influenceuse au gris cendré en l'espace de 3 secondes. Quoi, a-t-elle commencé, mais sa voix s'est brisée. C'est impossible, a dit ma mère, mais elle cherchait déjà les lunettes de lecture qu'elle gardait dans son sac à main, plissant les yeux vers l'écran. Jessica, qu'est-ce que c'est? Une sorte de faux? Appelle Maître Gibson si tu ne me crois pas, ai-je dit, sortant mon téléphone et le posant sur la table. Son numéro est juste ici. C'est le fiduciaire successeur. Il confirmera tout ce que vous voyez sur cet écran. Mon père était maintenant debout, son visage prenant cette nuance particulière de rouge qui précédait habituellement l'un de ses sermons sur la responsabilité et la loyauté familiale. Ta grand-mère n'aurait jamais. Grand-mère a fait exactement ça, ai-je interrompu. Il y a 2 ans, quand elle est tombée malade et que vous étiez tous trop occupés pour lui rendre visite, quand Pénélope postait des photos de plage depuis Tulum au lieu de rentrer à la maison. Quand j'étais la seule à être assise avec elle à l'hôpital, lui tenant la main pendant qu'elle prenait ses décisions. Marc s'est avancé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant en 2 ans que nous étions ensemble. Il n'était pas l'homme calme et arrangeant qui se fondait dans le décor lors des réunions de famille. Sa posture était différente, les épaules en arrière, le menton levé, l'allure de quelqu'un qui sait exactement de quoi il parle et exactement combien de pouvoir cette connaissance lui donne. Pénélope, a-t-il dit, sa voix prenant un ton professionnel qui commandait l'attention. Tu devrais chercher sur Google l'expression législation sur les arbres avant d'appeler ces bûcherons. Elle a cligné des yeux, la confusion se mêlant à la colère sur son visage. La législation sur les arbres? Mais de quoi tu parles? Ce saule est ce que nous appelons un arbre spécimen, a poursuivi Marc, sortant un dossier de sa mallette. Il a plus de 100 ans. Planté en 1924. En tant qu'arboriste certifié. Oui, Pénélope, c'est ma vraie profession, pas seulement un passe-temps excentrique. J'ai estimé sa valeur à 80 000 $. Le chiffre est resté suspendu dans l'air. J'ai vu les yeux de cette s'écarquiller. Il était peut-être un influenceur, mais il comprenait l'argent. Mais écoutez attentivement, a dit Marc, et il y avait de l'acier dans sa voix maintenant. La loi de l'État du Vermont stipule que l'acte d'abattre intentionnellement l'arbre de quelqu'un d'autre, cela s'appelle une violation de propriété forestière, et passible d'une triple indemnisation. Il a laissé cela infuser un moment. Ses yeux se déplaçant de Pénélope à mes parents, et vice-versa. Cela signifie qu'au moment où la lame de votre scie touchera l'écorce de cet arbre, vous devrez à ma femme et à moi 240 000 $. Il a fait une pause et je l'ai vu faire le calcul visiblement sur ses doigts pour insister. 80 000 fois 3. Ajoutez les frais de justice et les frais de tribunal, et le chiffre s'élèvera à $250 000. Êtes-vous sûr de vouloir échanger un arbre contre une dette massive? Femme, a dit ma mère d'une voix faible. Que veux-tu dire, femme? J'ai sorti le certificat de mariage certifié de mon sac à main. Nous l'avions fait encadrer, en fait,
dans un simple cadre en argent qui avait coûté plus cher que les 50 $ de frais administratifs pour la licence elle-même. Je l'ai posé sur la table devant elle. Nous nous sommes mariés le jour de la Saint-Valentin, ai-je dit. À la mairie. Juste nous deux et une greffière nommée Margaret qui nous a donné des bonbons à la menthe après. C'était parfait. La main de ma mère s'est portée à sa poitrine, comme si elle avait des palpitations cardiaques. Le visage de mon père est passé du rouge au violet. Mais c'était Pénélope que je regardais. Pénélope qui faisait le calcul, dont le cerveau d'influenceuse calculait les taux d'engagement et calculait la dette, et se retrouvait à court. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu son assurance. « C'est mon mariage. Tu es égoïste. » Égoïste ? Le mot est sorti comme un rire, aigu et amer. Tu veux parler d'égoïsme, Pénélope ? Parlons d'égoïsme. Alors, mes parents se sont mis à m'attaquer. Un chœur d'accusations et de déceptions dont j'avais entendu des variations toute ma vie. J'étais cruelle. J'étais vindicative. Je gâchais le jour spécial de Pénélope par jalousie. J'étais mauvaise. J'étais sans cœur. Tout était de ma faute. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. En tant qu'experte comptable, j'ai appris que les chiffres parlent plus fort que les émotions. Les faits l'emportent sur les sentiments, à chaque fois. Et techniquement, l'avis d'expulsion de 30 jours que Gibson avait envoyé avait expiré il y a plusieurs jours. Ils étaient officiellement des intrus sur ma propriété. J'ai sorti de mon sac à main le document préimprimé que j'avais préparé 3 jours auparavant, au moment où j'avais eu la confirmation par Lucas que Pénélope prévoyait d'abattre l'arbre. Une facture détaillée, imprimée sur mon papier à en-tête professionnel, avec chaque ligne soigneusement calculée et juridiquement défendable. Je l'ai jetée sur la table devant Pénélope. Elle a atterri avec une claque satisfaisante contre le bois poli. « Vous voulez que le mariage continue ?» ai-je dit, ma voix calme et professionnelle, la voix que j'utilisais avec les clients difficiles qui pensaient pouvoir tricher sur leurs impôts. « Très bien, payez. » J'ai pris la facture et je l'ai lue à voix haute, m'assurant que tout le monde dans la pièce pouvait entendre chaque ligne. Frais de location au tarif du marché pour un domaine historique de 12 chambres, 15 000 $. Frais de service d'urgence pour une réservation avec un préavis de moins de 24 heures, 35 000 $. Frais d'assurance contre les risques pour les arbres afin de protéger la végétation spécimen, 50 000 $. Indemnisation pour préjudice moral, 30 000 $. J'ai levé les yeux du papier et j'ai croisé le regard de Pénélope. Le total s'élève à 130 000 $. Le silence qui a suivi était absolu. Même les serveurs qui planaient près des portes de la cuisine s'étaient figés. Ma mère a retrouvé sa voix la première. « Tu es folle. » Elle était maintenant debout, sa chaise renversée. « Comment oses-tu faire payer ta sœur pour son mariage dans sa propre maison de famille ?» Je me suis penché près d'elle et de Pénélope. Assez près pour que mon père et Seth ne puissent pas tout à fait entendre, assez près pour voir la panique commencer à fleurir dans les yeux de Pénélope. Je sais que Pénélope a déchiré le courrier recommandé que j'ai envoyé à maman et papa, ai-je murmuré. Le visage de ma mère est devenu pâle. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Maman, savais-tu que détruire intentionnellement le courrier de quelqu'un d'autre, c'est de la fraude postale? C'est un crime fédéral. Je ne pense pas que tu veuilles que je dépose une plainte à la police juste avant que les photos du mariage soient prises. Le souffle de Pénélope s'est coupé. Elle s'est recroquevillée, son défi s'évaporant instantanément. Elle savait que j'avais le levier pour ruiner sa réputation pour toujours, pas seulement son mariage. Pénélope, ai-je dit, me redressant et parlant assez fort pour que toute la table entende à nouveau, revenant à mon ton professionnel. C'est une simple transaction commerciale. Tu veux un lieu de luxe? Tu paies les frais du lieu. Jessica, a essayé mon père, sa voix prenant ce ton conciliant qu'il utilisait quand il essayait d'arranger les choses sans vraiment aborder le problème. Calmons-nous tous. Nous pouvons discuter des finances plus tard, après. Non, papa. On en discute maintenant, les jeux coupés calmement. La politique du lieu est stricte. Paiement intégral avant l'événement. Mais comme je suis de la famille, je vais renoncer aux frais pour préjudice moral et à la surcharge pour réservation d'urgence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la calculatrice, faisant mine de taper des chiffres. Je propose un règlement de 25 000 $.
Cela couvre la location de base et une partie de l'assurance contre les risques. J'ai regardé mes parents. Quant aux 52 000 $ que vous et Pénélope avez dépensés pour rénover ma maison, 32 000 de votre part, 20 000 de la sienne, considérez cela comme un acompte non remboursable. Un cadeau de pendaison de crémaillère que j'accepte gracieusement. Tu ne peux pas t'attendre à ce que nous ayons autant d'argent liquide sur nous, a balbutié mon père, le visage empourpré. Je suis experte comptable, papa. Je ne veux pas d'argent liquide. Je veux une trace écrite, ai-je dit, sortant un formulaire de demande de chèque vierge et un stylo de mon sac. Faites un chèque personnel, ou un virement bancaire. Ça m'est égal, mais les fonds doivent être garantis ce soir. J'ai posé le stylo sur le formulaire avec un clic décidé. Si le paiement n'est pas reçu dans les 10 prochaines minutes, ai-je dit, laissant mes yeux parcourir chaque visage à la table, alors le lieu est officiellement fermé. Marc verrouillera les portails, et j'annulerai le service de sécurité pour demain. Pénélope pourra expliquer à ses abonnés pourquoi son mariage a été annulé en raison d'un litige avec le lieu. Le silence s'est étiré, les secondes semblaient des heures. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Je pouvais sentir la présence stable de Marc à mes côtés, comme une ancre. Ils ont réalisé que je ne les menaçais pas de violence. Je les menaçais de quelque chose de bien pire pour des gens comme eux. L'humiliation. Et puis, ma mère s'est mise à pleurer. Cette nuit-là ne s'est pas terminée au son de la musique de fête, mais avec des pleurs, des reproches et le son d'un stylo grattant sur un chéquier. Ma mère a pleuré pendant tout le processus. La main de mon père tremblait en écrivant, son visage un masque de rage à peine contenu. Pénélope est restée figée sur sa chaise, le mascara coulant sur son visage en vilaine rivière noire, tandis que cette lui frottait le dos et regardait la facture avec des yeux larges et terrifiés. Le chèque était d'exactement 25 000 $, à l'ordre de Jessica Harrington, avec frais de location écrits dans la ligne mémo. Je l'ai tenu à la lumière, vérifiant la date et la signature, m'assurant qu'il était valide, avant de le plier soigneusement et de le placer dans mon portefeuille. Le mariage aura lieu demain à 14 h, comme prévu, ai-je dit, ma voix professionnelle est détachée. Marc et moi ne serons pas présents. Nous avons d'autres engagements. D'autres engagements, a dit ma mère à travers ses larmes. Jessica, tu ne peux pas juste. C'est le mariage de ta sœur. Et c'est le financement de ma lune de miel, ai-je répondu, rassemblant déjà mes affaires. Marc, tu es prêt? Il a fermé sa mallette avec un claquement décidé. Prêt. Nous sommes sortis de cette salle de banquet ensemble, laissant derrière nous une pièce pleine de visages choqués et d'illusions brisées. L'air nocturne était frais contre mon visage, portant l'odeur des fleurs de printemps et de nouvelles possibilités. Marc m'a ouvert la portière de la voiture. Il le faisait toujours, même après que je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Je me suis glissé sur le siège passager, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Tu as été incroyable là-dedans, a-t-il dit en démarrant le moteur. Nous avons été incroyables, ai-je corrigé. Tout ce discours sur la loi sur les arbres. C'était parfait. Tu leur as vraiment fait peur. Il a souri. Ce rare sourire complet qui transformait tout son visage. Je me suis entraîné. Je voulais m'assurer d'avoir la terminologie juridique exacte. Mon arboriste certifié, ai-je dit, tendant la main pour serrer la sienne. Mon héros. Le mariage a eu lieu le lendemain, dans une atmosphère aussi lugubre qu'un enterrement. Je le sais parce que Lucas m'a envoyé des photos en secret, car on l'avait prévenu de ne pas communiquer avec moi. Les images montraient Pénélope dans sa robe de créateur, entourée de fleurs qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, souriant à la caméra avec des yeux morts. Mes parents se tenaient, rigides et formels, à l'arrière-plan, leurs expressions soigneusement neutres pour les photographies qui finiraient sur les réseaux sociaux. Le saule pleureur se tenait, intact, sur chaque photo, ses branches se balançant doucement dans la brise, comme s'il se moquait de tous. Marc et moi étions à 30 000 pieds au-dessus de l'Atlantique quand Pénélope prononçait ses vœux. Nous avions utilisé ces 25 000 $ pour réserver des billets en première classe pour l'Italie. Rome d'abord, puis Florence, puis une semaine dans une villa en Toscane qui ressemblait à quelque chose sorti d'un tableau. L'hôtesse de l'air nous a apporté du champagne dans de vraies flûtes en verre, et Marc a porté un toast à la négociation la plus cool dont il ait jamais été témoin. Tu penses qu'ils nous pardonneront un jour, a-t-il demandé, se réinstallant dans son siège alors que l'avion se stabilisait. J'y ai pensé. Vraiment pensé,
pendant que je regardais les nuages dériver sous nous. Probablement pas, ai-je dit finalement. Mais je ne pense pas en avoir besoin. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible? Ça fait de toi une personne libre, a-t-il dit simplement. Et il avait raison. Pour la première fois en 32 ans, je me sentais complètement, totalement libre. J'ai gardé le manoir, bien sûr. Je n'allais pas laisser le caprice de Pénélope ou la déception de mes parents me chasser de mon héritage. Mais je ne voulais pas y vivre à plein temps, entouré de souvenirs de dîners de famille ratés et de vexations d'enfance. Au lieu de cela, je l'ai confié à une société de gestion immobilière spécialisée qui gérait des chambres d'hôtes historiques et des lieux d'événements. Ils ont fait une analyse de marché et ont projeté que nous pourrions rendre le domaine rentable dès la première année. Mariage, séminaire d'entreprise, visite de sociétés historiques. Il y avait tout un marché pour les expériences authentiques de manoirs de la Nouvelle-Angleterre qui n'impliquaient pas des influenceurs arrogants. Le saule pleureur est devenu une partie de l'attrait du lieu. La société de gestion a même embauché Marc comme consultant pour développer un programme de préservation des arbres patrimoniaux, garantissant que l'arbre serait protégé et entretenu pour 100 ans de plus. Quant à Pénélope, eh bien, Lucas m'a tenu au courant, même si je lui avais dit qu'il n'était pas obligé. Elle avait déménagé de chez nos parents, ou plus précisément, nos parents lui avaient suggéré qu'elle serait peut-être plus heureuse ailleurs maintenant qu'elle était mariée. Elle et son mari vivaient dans un appartement exigu de 2 chambres, dans un complexe qui annonçait le luxe mais qui signifiait à peine rénové depuis les années 70. Les revenus d'influenceuse n'étaient plus ce qu'ils étaient. Apparemment, ses abonnés avaient remarqué une certaine qualité désespérée dans ses publications récentes. Les taux d'engagement chutaient. Les offres de contenu sponsorisés se tarissaient. Et elle travaillait, vraiment travaillait, dans une agence de marketing de niche, essayant de rembourser les dettes de cartes de crédit qu'elle avait accumulées pour les dépenses de mariage. Elle appelle maman en pleurant au moins une fois par semaine, m'a dit Lucas lors de l'un de nos cafés secrets. Elle dit qu'elle n'arrive pas à croire que tu lui aies fait ça, que tu as ruiné sa vie. Je n'ai pas ruiné sa vie, ai-je dit, en remuant du sucre dans mon latte. J'ai juste arrêté de la laisser ruiner la mienne. Mes parents ont essayé de maintenir leur fierté, leur position dans la communauté, leur image de famille parfaite, mais la nouvelle s'est répandue. Ça se sait toujours dans les petites villes. Les gens chuchotaient sur la fille qui avait secrètement tout hérité, sur l'arnaque élaborée qui avait failli réussir. Sur le mariage qui ressemblait plus à une prise d'otage qu'à une célébration. Ma mère a cessé de m'inviter au dîner de famille. Mon père a cessé d'appeler avec des conseils financiers que je n'avais jamais demandés. Pénélope m'a bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux. Et j'ai découvert que leur absence ressemblait moins à une perte qu'à un soulagement. Marc et moi avons construit nos propres traditions. Le café du dimanche matin sur le balcon de notre appartement, des visites mensuelles au manoir pour vérifier la propriété et rendre visite au saule pleureur. Des dîners tranquilles où personne ne rivalisait pour l'attention ou ne tenait le compte de qui aimait qui le plus. Mon avocat, Maître Gibson, qui était resté professionnellement neutre tout au long de l'affaire, m'a dit un jour, lors d'un déjeuner, que c'était le cas le plus cool qu'il ait vu en 30 ans de pratique. Pas le plus lucratif, pas le plus complexe juridiquement, mais le plus satisfaisant. Vous avez utilisé tous les outils à votre disposition, a-t-il dit, secouant la tête avec une sorte d'admiration. Le droit des fiducies, la législation sur les arbres, le levier de la fraude postale, les droits de propriété, la facture détaillée. C'était comme assister à une masterclass en planification stratégique. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit. Ma grand-mère ne m'a pas laissé ce domaine juste parce qu'elle m'aimait. Elle me l'a laissé parce qu'elle savait que je le protégerais, que je comprendrais ce que cela signifiait. Et le comprenez-vous? A-t-il demandé. Comprenez-vous ce que cela signifiait? J'ai pensé au saule pleureur, montant la garde sur le lac depuis un siècle. J'ai pensé aux mains de ma grand-mère, usée et forte, tenant les miennes dans cette chambre d'hôpital. J'ai pensé au choix qu'elle avait fait, non pas de tout diviser équitablement, non pas de jouer franc jeu, mais de donner son héritage à la seule personne qui le préserverait. Je pense que je commence à comprendre, ai-je dit. Alors, ai-je été cruel? Ai-je été vindicative et égoïste, et tout ce dont mes parents m'ont accusé? Peut-être, probablement. Mais quand je pense à ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse, si j'avais laissé Pénélope abattre cet arbre, si j'avais laissé mes parents piétiner mes droits, si j'avais privilégié le maintien de la paix à la protection de ce qui comptait, je sais que j'ai fait le bon choix. Grâce à mon mari,
expert en arbres, et à notre compréhension du droit des fiducies, j'ai sauvé l'héritage de ma grand-mère. J'ai transformé ce qui aurait pu être un désastre en une entreprise rentable. J'ai obtenu une rénovation gratuite de 52 000 $. Et je me suis libéré du poids d'une famille qui n'avait jamais vraiment compris comment m'aimer sans condition. Mon avocat a dit que c'était la négociation la plus cool qu'il ait jamais vue. Je pense que ma grand-mère aurait été d'accord.